qu'est-ce qui s'est passé en 2024, les amis? Pourquoi est-ce que tant d'entre vous, d'entre nous, n'avons-nous pas bossé? Peu bossé. Alors, je ne suis pas politologue, je ne suis pas économiste, je ne suis pas géopoliticien, mais j'ai une ou des théories. La première chose pour moi en 2024 qui s'est passée, déjà, c'est qu'on s'est tous fait avoir. Tous. Pas que pour la vidéo, mais pour un petit peu tous les médias qui se sont dit « Ah, super, on va bosser avec les JO. » Quel scandale, quelle escroquerie. Non, vraiment, on a vite compris la douille arriver, bien entendu, surtout quand la mairie de Paris a commencé à nous sortir ce genre de planning pour les tournages. Regardez comment c'est rigolo. À partir du 15 mars, ça devient compliqué de tourner jusqu'au 30 octobre. Du 15 mars au 30 octobre. Pour ceux qui ne savent pas, les JO, c'est du 28 juillet au 11 août. C'est 15 jours, pas 7 mois et demi. Après, je veux bien qu'on rajoute les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, c'est du 28 août au 8 septembre. C'est 12 jours. Allez, 15 jours plus 12 jours. Ça fait jamais 7 mois et demi. Interdiction totale de tourner en extérieur pendant 3 mois. Et des grosses restrictions pour pouvoir bloquer une rue, poser un camion, ventouser des places. Évidemment, on n'a pas bossé à cause des JO. Mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Les cafés n'ont pas beaucoup bossé. Dans certaines zones, ça bossait, les mecs étaient contents. Puis dans les autres, là où il n'y avait que les Parisiens. Mais les Parisiens étaient partis, hein, donc on leur a bien fait comprendre que de toute manière, Paris, ça allait être une grande fête, mais pas trop pour eux. Ça allait être un petit peu la galère. Avec des lignes bloquées, avec des rues qui étaient verrouillées, avec des impossibilités de se transporter, avec un bordel plus ou moins organisé. Bon, bref. Les JO étaient une catastrophe. Beaucoup d'entreprises n'ont pas réussi à bosser et ont consommé leur trésorerie pour payer les loyers, pour payer les salaires, pour payer toutes les factures et à pas faire rentrer beaucoup d'argent. Et évidemment, ces entreprises-là, si elles ne font pas rentrer d'argent, ben, elles ne vont pas lancer des nouveaux produits ou commanditer des sous-traitants, que ce soit dans la vidéo ou autre. Et vous remarquerez que je me suis quand même retenu de faire une parenthèse sur le CIO pour dire des trucs que j'avais envie de dire, mais que je ne dirais pas. Hein. Que le CIO, par exemple, ne peut pas tourner s'il n'y a pas les bénévoles. S'il n'y a pas les bénévoles pour accueillir le public, il n'y a pas d'event. Voilà. Les bénévoles qu'on paye avec un sandwich, un coup de pied au cul, pipi les dents et bonne nuit. Et qui ne pourraient pas non plus faire leur événement si les collectivités n'investissaient pas massivement dans la création de piscines qui ne servent plus à grand-chose, ou de stades, ou s'ils ne chassaient pas les étudiants pour pouvoir y mettre le village olympique, construire des bâtiments énormes et tout. Aux frais du contribuable, bien sûr. Donc voilà, je suis content, j'ai réussi à ne pas le dire, comme ça on garde vraiment le côté de les JO, c'est génial. On peut être super hypé pour Léon Marchand, par exemple, ou d'autres grands athlètes, pendant 15 jours. Et c'est ça qu'il faut retenir d'un point de vue individuel des JO. Par contre, après, d'un point de vue on va dire, collectif ou d'entreprise, c'est un peu compliqué, parce que ça fait quand même entre 3 et 6 mois où les entreprises ne génèrent pas trop de revenus, mais continuent à avoir des dépenses. L'autre point positif, c'est qu'il ne faut qu'une courte période pour reconstituer ce trésor de guerre, cette trésorerie. Il faut quelques mois, donc mars, avril, pour la plupart des boîtes, on a pu reconstituer de quoi refaire tourner, relancer des petits projets. Donc ça, pour moi, les JO, c'est derrière nous pour la plupart des entreprises. Celles qui n'en sont pas mortes. Parce qu'il y en a qui sont mortes à cause des JO. Voilà. Paix à leur âme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a eu la guerre en Ukraine. Et avec elle, il y a eu une énorme augmentation du prix du gaz. En quoi ça nous impacte, à part la facture qu'on paye tous les mois? Bah, le truc, c'est que le gaz, comme toutes les énergies, quand elles montent, ça augmente les coûts de fabrication de pas mal de produits. Pas que les produits qu'on achète, mais les produits qui servent à fabriquer les produits qu'on achète. Le gaz, c'est une énergie, donc évidemment, il y a un report sur les autres énergies, électriques par exemple, qui subit de facto une augmentation. Et d'un coup, c'est tous les frais de fonctionnement de toutes les entreprises qui prennent un petit coup derrière la tête. Et on se retrouve à la fin à devoir payer l'addition qui est rognée sur la trésor. Et encore une fois, s'il n'y a pas de trésor, c'est dur d'avoir de la visibilité pour les entreprises. Et s'il n'y a pas de visibilité, forcément, il y a des coupes budgétaires qui sont faites. Et ça peut nous impacter, nous, à la création vidéo. Alors le point positif là-dessus, parce qu'il y en a encore un point positif, il n'y a que des points positifs, après les points négatifs, c'est vraiment super. Un autre point positif, c'est qu'on retrouve des coûts de l'énergie qui redescendent. On a eu des baisses du prix gazier, on a eu des baisses de l'électricité.
Donc on recommence à retrouver un niveau à peu près correct. Très bien. La guerre en Ukraine a fait également augmenter, je ne sais pas si vous avez suivi, a fait augmenter le prix du gasoil. C'est normal, une bonne partie de notre gasoil était créée en Russie, avec de la main-d'œuvre bon marché. Et puis quand on a arrêté de commercer avec la Russie, forcément le gasoil a monté. Et il a fallu qu'on trouve des alternatives à ça, et choses qui ont été faites, et des accords qui ont été trouvés avec d'autres pays. Très bien. Et donc on a pu retrouver un prix du gasoil maintenant qui est quand même bien redescendu. Les matières premières, tiens, vu qu'on parle du gasoil, matières premières, même limonade pour les entreprises, c'est la même chose que l'électricité, la même chose. On a eu des augmentations énormes, ça a impacté les entreprises, ça a bouffé leur trésor, ça leur donnait peu de visibilité avec une incertitude sur l'avenir proche, donc une complexité à se projeter dans un avenir où on doit lancer des nouveaux produits, où on doit communiquer. Et donc forcément, ça nous impacte. Bien entendu, les entreprises sont un petit peu dans l'attente. Elles n'aiment pas quand c'est instable. Et l'instabilité, je vous rappelle qu'il y a quelques années, on en a eu une énorme. Pardon. Pendant le Covid, le monde entier s'est arrêté, et y compris les livraisons, donc les approvisionnements de matières premières, entre autres. Et ça pose problème évidemment aux entreprises. Elles ont besoin de temps pour repartir. On est sur du temps moyen terme. Parce qu'il y a énormément de choses qui doivent arriver et très peu de bateaux qui partent de Chine. Mais le point positif, c'est que ça, c'est bon, c'est résorbé, c'est fini. Et autre point positif, on a eu en France un truc qui s'appelle le PGE, le prêt garanti d'État. En gros, c'est des prêts qu'on faisait aux entreprises à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires de l'année passée pour pouvoir passer cette période un petit peu dure qui était le confinement. Ça a permis à plein d'entreprises de récupérer de la trésor, et ça a été un énorme point positif, dans la mesure où les entreprises pouvaient déjà avoir une prise en charge pendant les quarantaines des salaires de leurs salariés, ça c'est plutôt cool, des prêts qui étaient gelés, et ensuite des octrois de prêts avec un taux zéro, et la possibilité de pouvoir les rembourser plus tard. Alors on avait 1 an, je crois, pour pouvoir commencer à les rembourser, ces prêts à taux zéro, et il était possible de pouvoir renégocier sur 1, 2, 3, voire jusqu'à 5 ans, pour pouvoir les payer vraiment plus tard. Ouais, mais le truc c'est qu'en 2024, il y a beaucoup de personnes qui commencent à rembourser leur PGE. Et ça fait du mal aux entreprises qui n'étaient pas solides. Il y avait plein de boîtes qu'on appelle des boîtes zombies, les morts-vivants, qui n'auraient pas dû passer le Covid et qui se retrouvent miraculeusement avec un prêt de 25% de leur chiffre d'affaires de l'année précédente. D'un coup, ces boîtes-là, qui auraient dû couler, qui auraient dû fermer en 2020, elles sont toujours à flot. Il y en a plein qui réussissent à vivoter, qui mangent un petit peu leur trésor de guerre, et puis en 2024, il y en a plein qui s'effondrent et qu'il faut commencer à rembourser le PGE. Donc plein de boîtes qui ont eu de l'argent, qui ont pu investir, qui ont pu faire des choses. Et c'est pour ça qu'on a fait 2021, 2022, 2023, record sur record sur record pour beaucoup d'entre nous, avec des croissances incroyables, parce qu'il y a eu énormément d'argent qui a été insufflé depuis l'État dans les entreprises, et beaucoup de ces entreprises ont réinjecté cet argent dans l'économie. Donc on a eu 3 années plutôt belles. Et c'est là où ça contraste avec 2024, qui est une année, je dirais pas normale, qui est un tout petit peu en dessous de la normale, mais tellement on était sur des nuages en 2022-2023, la descente elle est rude. Donc on se dit, là c'est la catastrophe, c'est une année de marde. Non, il faut qu'on prenne en compte que 2022, 2023 et 2021 dans une moindre mesure, ce sont des années fastes, ce sont des anomalies. Donc le point positif, parce qu'il faut toujours retenir un point positif de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, post-Covid, ont compris qu'il fallait communiquer. Il fallait être présent par la vidéo, par l'image, de manière globale, sur les réseaux. Et donc il y a eu énormément d'entreprises qui sont arrivées sur le marché. Pas mal d'entreprises qui se sont un petit peu effondrées en 2024, et on a eu d'autres causes collatérales que j'ai abordées, mais en gros, c'est plutôt positif. 2024 est une année un peu sombre. On retrouvera une meilleure année, je pense, cette année-là, en 2025. Quoique, en tout cas 2026, il y a de fortes chances que ce soit une bonne année. Mais il ne s'est pas passé que ça en 2024. Et non, 2024, c'est le croisement des circonstances. En 2024, le 9 juin, on a eu ça. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et ça
c'est de l'instabilité. Et les entreprises, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, non? Les entreprises n'aiment pas l'instabilité. Toutes les années d'élection, dans tous les pays du monde, c'est pas franco-français, hein, toutes les années d'élection, c'est des années un peu mortes. On ne sait pas trop où on va. Et là, en plus, cette année, c'était particulier parce que le Parlement, il n'y avait pas de majorité claire. Il n'y a pas une majorité absolue. Donc, quel gouvernement va-t-on monter? Et puis alors, on s'attendait tous à ce que la coalition de gauche présente quelqu'un assez rapidement. J'ai l'impression qu'ils, je sais pas, ils n'étaient pas prêts, les gars. Ils se sont dit, ouais, si on est élu, bon, on ne sera jamais élu, vas-y, on prévoit pas de Premier ministre, on s'en moque. Donc évidemment, là, c'est incertitude totale. Et le président décide, in fine, de monter le 21 septembre, donc 9 juin, 21 septembre. C'est une belle période quand même, hein, sans gouvernement pour un pays. De monter un gouvernement qui tient quelques semaines. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. Un gouvernement qui s'effondre, c'est de l'instabilité. Et au cas où je ne l'ai pas répété assez, l'instabilité, les entreprises n'aiment pas ça. Du coup, les entreprises n'investissent pas. Et pendant ces 6 mois où il n'y a pas de gouvernement, évidemment, les entreprises n'investissent pas. Si elles n'investissent pas, elles ne lancent pas de nouveaux projets, elles ne lancent pas de communication vidéo. C'est normal qu'il n'y ait plus rien pour nous, c'est normal. Finalement, on a le gouvernement Bayrou qui arrive un petit peu plus tard, et là, il se retrouve avec un problème de taille, c'est le vote du budget. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent qui tombe sur les collectivités, ou très peu d'argent. Donc, il faut impérativement faire passer le budget. Oui, mais avec un Parlement qui n'est pas acquis à la cause de Bayrou, c'est un peu compliqué quand même. Donc, là, ils font quoi? 49.3. Au moment où ils passent le 49.3, les collectivités peuvent lâcher des appels d'offres, peuvent commencer à payer des sous-traitants, et la machine repart. Et 2 semaines après le vote du budget, on a des projets qui sont arrivés, venus de nulle part. Voilà. Plein de trucs qui se sont débloqués suite au vote du budget. Et donc, il ne faut pas regarder pourquoi est-ce que telle boîte de prod me fait pas bosser, et puis, oh, ils n'ont pas beaucoup de projets, telle autre boîte de prod. Depuis. Et mon chef op, ça fait quand même plusieurs mois qu'il ne m'a pas appelé. Pourquoi? Oh là là, pourquoi il ne m'appelle pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre? Non, il y a des raisons macroéconomiques qui font qu'il y a moins de jobs, tout simplement. Il y a moins de boulot, il y a moins d'activité. Voilà, donc, ça n'a rien à voir avec vous ou avec le chef-op ou la boîte de prod. Ils ne trouvent pas. Il faut regarder un petit peu de manière macro. Et le point positif dans tout ça, c'est que le gouvernement Bayrou, qui on vouait quelques semaines d'existence, continue à perdurer. Alors, il y vote. Là, il y a un vote du budget qui va arriver en 2025. Il va falloir réussir à le voter. Il faut trouver encore quelques milliards. Apparemment, il galère. Il faut que tout le monde fasse un effort, qu'ils nous disent. On fait des efforts depuis un peu longtemps quand même. Mais si ce vote du budget est validé, que le gouvernement Bayrou tient, ça donnera une certaine visibilité aux entreprises. Donc on peut se dire qu'ils vont se relancer. Puis l'entreprise ne peut pas rester sans projet pendant 2 ans, c'est pas possible. Donc, il y a quand même des choses qui se débloquent, voilà, des petites broutilles, des petits machins. Bon. Mais c'est le point positif, il commence à se passer des choses. Si on reprend un peu confiance dans la politique intérieure française, ça permet de souffler. Heureusement qu'il n'y a pas de crise à l'international. Il y a un nouveau président aux États-Unis en janvier dernier, qui a un petit peu tout foutu en l'air. Le mec, il est arrivé, il a foutu un grand coup de pied dans la porte, il a renversé toutes les tables, il a dit « Bon, bah maintenant, vous rangez, hein. Ça, c'est pas mon histoire. » Et il s'est cassé faire du golf. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Les histoires de tarifs ont fait peur à beaucoup de boîtes qui bossent à l'international. Si vous bossez dans le luxe, par exemple avec LVMH, LVMH emploie énormément de créateurs de contenu. LVMH serre les robinets très fort. Les entreprises se retrouvent dans un climat mondial d'instabilité. Et les entreprises n'aiment pas l'instabilité. Donc forcément, il ne se passe pas grand-chose à ce moment-là. Et donc, si vous bossez avec des entreprises qui travaillent aux États-Unis, bah, ça va impacter sérieusement leur chiffre d'affaires. Et elles n'osent pas trop bouger. Vous voyez, elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées, est-ce que les tarifs vont tenir ou pas. Puis à un moment donné, il y a la pause des tarifs pendant 3 mois, donc là, c'est cool. Et puis après, il y a repose des tarifs le temps des négos, parce qu'on n'a pas réussi à négocier comme on voulait, tout le monde avec les États-Unis et tout. Bref, donc, point positif, on retrouve une sorte de normalitude. Une normalisation, en tout cas des relations politiques et économiques avec les États-Unis.
Les entreprises acceptent le fait que un jour, ça peut être blanc, un jour, ça peut être noir, un jour, ça peut être gris. Mais bon, in fine, on trouvera toujours un chemin. Et puis l'autre point positif, c'est que les entreprises, exactement comme pour le Covid ou lors des problèmes de transport du Covid ou d'approvisionnement de matières premières, les entreprises tissent des nouveaux liens, surtout les pays tissent des nouveaux liens entre eux. Et donc sur notre positive, on se retrouve avec des pays qui à la base ne se parlaient pas, qui maintenant deviennent best buddies, comme la Chine, la Corée et le Japon, qui commencent à tisser des alliances commerciales pour pouvoir commercer en dehors du marché américain. Au niveau de la France, on se retrouve à tisser des collaborations avec l'Inde, avec la Chine, bien sûr, avec le Canada, avec des pays du Moyen-Orient. Donc, on arrive à se retourner d'un point de vue politique vers des nouveaux marchés qui vont nous permettre de s'approvisionner, mais également aussi de redistribuer certains produits que la France exporte. Donc ça, c'est le point positif. Des nouveaux marchés se mettent en place. Et ça, c'est plutôt sympa pour les entreprises qui peuvent avoir une fenêtre de visibilité, savoir à peu près où on va et commencer à planifier des stratégies de développement qui vont impacter ceux qui vont communiquer sur ces stratégies de développement ou les nouveaux produits apportés par ces stratégies de développement. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Ça, c'est, on va dire, mon analyse de pourquoi est-ce qu'on est dans une période un petit peu chelou. Actuellement, on est en train de remonter la pente. On arrive à avoir du boulot qui commence à revenir de manière un peu régulière. Alors, il faut qu'on s'enlève une idée de la tête. On ne reviendra pas, ni cette année, ni l'année prochaine, ni l'année suivante, à ce qu'on a connu en 2023, 2022 ou 2021, qui sont des années un petit peu à part, un peu particulières, avec un boost de l'économie lié à la sortie du Covid. Mais on peut se retrouver avec quelque chose de complètement normal pré-Covid. Voilà. Donc, faut bien garder ça en tête. Donc, dans le futur, à quoi moi, je vais faire attention? Dans un premier temps, la politique française, est-ce qu'il va y avoir une dissolution? Depuis le 9 juin dernier, je crois qu'on peut à nouveau dissoudre. Je ne pense pas que ce soit ce que va faire le président, parce qu'il prendrait le risque de se retrouver vraiment archi-minoritaire au Parlement. Donc, à mon avis, tant qu'il arrive un petit peu à naviguer à vue, il va continuer comme ça, je pense. Mais il va y avoir, bien entendu, les élections en 2027. Et 2027, ça va être une année un peu chelou pour nous, parce qu'on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas du tout si l'extrême droite va passer, si c'est une coalition de gauche qui passera, ou si c'est Édouard Philippe qui passe. Parce que pour le moment, je crois que c'est Édouard Philippe qui est en tête au deuxième tour, en cas de duel avec le RN. On ne sait pas. Et si jamais on a un président qui n'est pas de l'extrême droite, est-ce que le Parlement le suivra? Ou est-ce que le Parlement sera de l'extrême droite et on se retrouvera dans une cohabitation un petit peu chelou? En vrai, on ne sait pas. Le seul truc, c'est que si jamais l'extrême droite passe, ou l'extrême gauche ferait partie d'une coalition, donc ce serait un peu moins envisageable. Mais si l'extrême droite passe, on sera dans une période de totale instabilité, avec des décisions qui risquent d'être prises un petit peu à la Trump. Un coup, je fais du protectionnisme, un coup, je me mets bien avec Viktor Orban et Peloni, un jour, je me mets bien avec les États-Unis, l'autre fois, je me fâche avec l'Angleterre ou l'Allemagne, puis après, je fais le Frexit. Bon, on ne sait pas. En vrai, on rentre dans une totale inconnue. Et je ne sais pas si je vous ai dit, les entreprises n'aiment pas l'instabilité. Et si vous bossez pour des entreprises, en direct ou en sous-traitant, si elles sont dans l'instabilité, vous n'allez pas avoir beaucoup de boulot. Et puis, je garderai bien un œil sur l'évolution des guerres qu'il y a actuellement dans le monde. Par exemple, si vous bossez avec une boîte qui fait beaucoup d'agroalimentaire, le fait qu'il y ait la fin de la guerre en Ukraine, regardez bien la sortie de cette guerre. Si l'Ukraine continue à exister à la fin de la guerre, l'Ukraine aura pas mal de blé, c'est un petit peu le grenier de l'Europe, et donc va pouvoir redistribuer du blé. Alors le blé, c'est pas que pour ceux qui bossent pour les boulangeries, hein. Le blé, c'est pour ceux qui bossent dans l'intégralité de l'industrie agroalimentaire, de près ou de loin, pour un sous-traitant, pour un revendeur, pour un distributeur. Voilà. Et ça concerne aussi la viande, bien sûr, parce qu'avec le blé, on va nourrir des bêtes. Donc c'est assez large. Par contre, si c'est la Russie qui met la main mise sur l'Ukraine,
et donc du coup sur les ressources minières et agriculture, là ça va être compliqué parce que vu qu'on est opposé en France drastiquement à la Russie, il se peut qu'ils refusent de nous vendre, à nous, au reste de l'Europe, une partie de leur richesse. Et ça peut être un peu compliqué pour nous de trouver un autre circuit d'approvisionnement qui forcément sera plus cher que l'Ukraine. Il faudra aller chercher à l'autre bout du monde. Alors on a le Canada, on a les États-Unis, on a une partie de la Chine. Mais à voir. La Chine, c'est marrant aussi de regarder ce qui va se passer en Chine, bien entendu, si vous bossez avec des constructeurs dans la tech, mais pas que dans la tech, dans les voitures également, la Chine commence à refermer pas mal tout ce qui est microprocesseurs. Ils les gardent en interne, de manière, ils ont compris que, comme ils étaient les seuls à les produire pour le monde entier, en tout cas les microprocesseurs semi-conducteurs de qualité, eh bien, ils gardent ça pour eux, pour le marché interne, et ils utilisent ça comme un vrai moyen de pression pour pouvoir en distribuer. Mais tout ce qui peut avoir un impact militaire également, ils le gardent pour eux, y compris certaines terres rares qui vont servir pour dépolir des objectifs ou traiter de la verrerie, mais aussi qu'on va retrouver dans des bombes ou qu'on va retrouver dans le traitement inufigé pour certains cuirs de synthèse. Donc, s'ils décident de fermer ces marchés-là, ça va avoir un impact macro sur la France et ça va redégouliner sur ceux qui sont derniers de cordée, genre vous, nous, enfin, si vous êtes dans le monde de la vidéo ou si vous êtes des sous-traitants. Mais rassurez-vous, c'est pas ça le pire. Eh oui, il y a un point positif, ça c'est pas le pire. Le pire, ce serait de voir la Chine attaquer Taïwan. Ça mettrait tous les pays dans le mal. Et comme la Chine est en train de resserrer tout ce qui pourrait conduire à la fabrication d'armes à l'export, et de garder tout ça pour eux, on peut imaginer qu'ils ont ça en tête. Alors les experts leur donnent 2 à 3 ans pour générer une flotte aéroportée suffisamment importante pour aller attaquer l'île. Pour le moment, ils n'en ont pas les capacités, mais ils sont en train de s'armer rapidement et lourdement. S'ils décident d'attaquer Taïwan, tout le monde va être dans le mal. Quelle position on va prendre? La Chine, c'est un petit peu notre usine à tous. Il faudrait dès à présent commencer à bosser avec l'Inde, mais bon, c'est pas moi qui vais donner des cours de politique aux politiques français. Et voilà, ils se débrouillent très bien. Et ça, si ça arrive, on n'a plus d'électronique, parce qu'on n'a plus de microprocesseurs, on n'a plus de terres rares, on n'a plus de batterie, on n'a plus de voitures électriques, bien entendu. On a une partie de Chine, je sais jamais, Chine, on va dire, n'exportera plus. Oh, ce serait le mal. Donc croisons les doigts pour que ça n'arrive pas. On peut toujours rêver. Un dernier aspect dont on n'a pas du tout parlé pour le futur, c'est ça. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. C'est l'IA, tout simplement. On commence à faire des trucs de dingue avec l'IA. Alors quand elle est arrivée en 2022, je dis mais c'est fou, ils vont bientôt sortir des photos en IA. Et puis après ce sera des vidéos. Et Runway Gen 1, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Alors pour moi, on arrive à une sorte de plateau. C'est-à-dire qu'il y a une fulgurance en termes d'augmentation de qualité. Et là, la courbe de progression s'incline un petit peu. On n'est pas sur un plateau complètement, mais on avance un peu moins vite. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent en permanence, mais en termes d'amélioration, c'est beaucoup moins fulgurant que ce qu'on a eu avant. Et c'est une raison qui fait que je ne suis pas spécialement super inquiet pour l'IA, pour m'être pas mal plongé dedans, avoir pas mal potassé le sujet. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse l'IA, je vous conseille d'aller vous inscrire à une newsletter qui s'appelle Générative. Générative Newsletter, vous pouvez mettre en pause et puis allez vous inscrire maintenant, comme ça vous n'oublierez pas. Générative, donc c'est Gilles Guérin qui s'occupe de ça. Elle est magnifique, cette newsletter, et vous tient au courant de toutes les dernières sorties. Vous allez voir, c'est souvent, les news sont très denses. Mais il y a tellement de choses qui se passent que pour le moment, le marché, c'est un peu le Far West. Puis à un moment donné, ça va se stabiliser. Vous pouvez vous former sur de l'IA. Ça, c'est une très bonne idée. Et alors, pourquoi l'IA, c'est pas un danger pour moi, je pense. Le jour où les caméras vidéo sont arrivées, n'importe qui pouvait filmer. Quand les logiciels de montage sont arrivés sur l'ordi de la famille, tout le monde pouvait faire du montage. Tout le monde pouvait faire du compositing avec After. Tout le monde pouvait faire de la 3D avec Blender. Mais il fallait être formé. Et pour l'IA, c'est la même chose. Il va y avoir besoin de gens qui savent prompter. Tous les projets ne pourront pas se faire en IA. Il y en aura certains qui se feront en IA, de la même manière que pour certains projets, il nous faut du Steadicam ou du drone ou du ralenti très haute vitesse. Tous les projets ne se feront pas en drone, en Steadicam, en IA ou en ralenti très haute vitesse. Mais c'est toujours bien d'avoir cette corde-là à son arc. C'est un super outil qui est là pour durer. Mais le côté positif,
selon moi, la vision que j'ai, qui est devenue beaucoup moins pessimiste au fur et à mesure que je me suis intéressé au sujet, c'est que l'IA n'est qu'un outil. Ça, on va en parler énormément, et puis après le ranger dans une boîte à outils et le sortir à chaque fois qu'on en aura besoin, comme on sort un stabilisateur à chaque fois qu'on a besoin d'un plan stabilisé. Mais tous les projets ne se feront pas en IA. Voilà, c'est ma petite analyse du moment. Le côté positif, c'est qu'on est en train de sortir de la crise. 2026, sauf s'il y a Taïwan qui se fait attaquer, 2026, a priori, n'a pas de raison d'être moins bonne que 2025. Et 2025, on a commencé à sortir toutes les circonstances aggravantes de 2024. Donc on va avoir pour moi un deuxième semestre 2025 qui sera meilleur que le premier pour tout le monde. Et c'est les retours que j'ai, parce qu'on parle énormément avec des chefs-op, avec les boîtes de prod, avec les réals, avec les assistants, avec les autres confrères loueurs ou les fabricants. Donc on sait que ça reprend. Voilà. C'est peut-être timide, mais en tout cas on est sur clairement une pente ascendante. On n'est plus du tout dans la chute. Donc on repart, on peut imaginer que ça va continuer parce qu'il n'y a pas trop de circonstances qui vont survenir jusqu'aux prochaines élections présidentielles, sauf en cas de dissolution ou de guerre surprise. Donc on peut se dire que là on est plutôt dans le côté positif, on est en train de remonter la vague. Je pense avoir fait le tour un petit peu de ce que je pensais, de ma petite analyse perso, hein, vraiment auto-centrée sur la situation actuelle. Je suis ouvert au débat dans les commentaires, soyez respectueux bien entendu. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.